Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous construisons le paradis depuis que nous nous sommes séparés des autres primates. Nous construisons le paradis pour nos frères humains qui viendront après nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants qui auront la bénédiction de vivre dans cet état de paradis que nous aurons fini par construire. Alors pour le construire, ça, évidemment, on peut remarquer que ça passe par la douleur, par la violence, par la guerre, par la confrontation, par l'inconscience, par ce que nous appelons le mal, etc. La lutte entre le mal et le bien. La lutte entre le réactionnaire et le progressiste. Voilà. Mais c'est une obligation. On ne peut pas ne pas évoluer. On ne peut pas évoluer d'une autre manière que celle-ci. La configuration de la création est faite pour qu'on évolue sous cette forme-là. Il n'y a rien à dire, c'est la façon dont l'univers se construit, dont le vivant se évolue. C'est la façon dont l'humanité doit évoluer et on ne peut pas échapper à ce mécanisme-là. Il n'est pas ni bon ni mauvais, il est comme ça, il est construit comme ça pour que nous allions à cet état de perfection, ce paradis, pour que nous finissions de construire ce paradis. Pour construire ce paradis, nous devons passer par ces étapes que nous trouvons extrêmement dures à vivre. Et bon, on le voit quand on regarde ce qui se passe dans les zones de guerre, c'est proprement honteux. Voilà, mais ça révolte, c'est en train de révolter. Plus cette violence est dense, plus elle est éclairée, et plus le nombre de mondes qui luttent contre est intense. Donc en réalité, le mal construit le bien. Le mal oblige les êtres humains à lutter encore plus densément pour imposer le bien sur cette planète. Alors il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état de perfection, mais c'est notre destinée. Voilà. Alors pour démontrer cette théorie, je m'appuie bien souvent sur des émissions sur France Culture, une émission qui s'appelle Avec Philosophie et qui présente des professeurs de philosophie, des philosophes qui font intervenir des personnalités comme ça, et la plupart du temps ce sont des très très grands pédagogues, des gens qui sont, c'est un régal. Cette émission, elle est vraiment géniale. Voilà. Ça n'empêche pas qu'elle est critiquable comme tout le reste et que parfois, voilà, on peut mettre son grain de sel, et c'est ce que je fais sur cette émission-là, par exemple. Alors là, c'est consacré, cette émission est consacrée à l'ombre et la lumière. La métaphore de la lumière est-elle suffisante pour parler de la raison? Voilà. Donc c'est un peu une mise en parallèle entre Platon et Descartes. C'est très intéressant et je vais lancer l'audio et je commente. C'est la 3e audio à ce sujet. De rationalisation de beaucoup de questions. On parle de quelques-uns. Tout à l'heure, là, dans le documentaire que nous avons cité, c'est grâce à quelques philosophes. Nous savons aujourd'hui qu'il y a une histoire. Bien sûr, voilà. Et ça, c'est... Donc, je me rappelle maintenant pourquoi je voulais intervenir avec cette vidéo. C'était pour travailler sur l'ego, le narcissisme, l'élitisme. Voilà, à quel point un jour on comprendra que ça n'a aucun sens, que c'est un ensemble humain, que sur la mécanique universelle, j'écris que le mendiant au coin d'une rue travaille autant pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité,
que le sociologue qui va écrire sur les SDF. Voilà, par exemple. Donc, on est tous égaux, mais vraiment fondamentalement égaux. Et cette égalité, on est en train de la gagner, tout doucement. Le narcissisme fait qu'il faut qu'il y ait des gens qui se sentent, qui se croient supérieurs à autrui, qui se pensent plus haut, etc. Mais c'est une ruse de la raison. En réalité, nous sommes tous égaux. Nous donnons tous entièrement notre existence à l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Qu'on vive un jour ou qu'on vive 100 ans, on a donné la totalité de notre existence à cette œuvre qui est l'évolution de l'humanité vers Dieu en réalité. Parce que c'est ça, quand je dis l'évolution de l'humanité va vers sa perfection, la perfection c'est la fusion avec Dieu, avec le divin, avec Allah, avec Dieu, avec Jéhovah, avec peu importe comment on l'appelle. On va vers cette fusion-là. C'est notre destinée. Donc, et c'était surtout ça, c'était cette chose que je voulais travailler, en fait, dans cette émission-là. Et effectivement, si on croit que, si on met on va prendre des lumières, pour parler des lumières, quelques personnages comme ça, en disant c'est eux qui ont fait les lumières, comme on va parler de Sartre pour parler de l'existentialisme, mais derrière il y a tout un tas de personnes qui ont amené à ça, et puis même qui ont fait ce mouvement-là, et qui ont été aussi importants, et etc. Donc simplement, pour construire l'humanité, on a besoin de ce narcissisme, on a besoin de cet égocentrisme, on a besoin d'écrire que la tour Eiffel, c'est Eiffel qui l'a fabriquée, alors que c'est tout un panel de chercheurs, de dessinateurs, d'idées, d'intuitifs, etc., qui ont amené cette idée-là, un panel d'ouvriers qui ont créé qui ont d'abord travaillé dans les mines pour extraire le charbon qui est devenu l'acier, ceux qui ont fabriqué les barres en acier, ceux qui les ont transportés, ceux qui les ont... Enfin bref, c'est une œuvre collective, c'est une œuvre qui enclenche un maximum d'individus. Et quand je faisais de la peinture, j'avais travaillé justement déjà sur ce principe-là. J'exposais une œuvre et j'essayais d'inclure tout ce qui avait participé, ceux qui avaient fabriqué ceux qui avaient coupé le bois pour faire le cadre, ceux qui avaient tissé les toiles, ceux qui avaient peint les toiles, ceux qui avaient vendu ces toiles, ceux qui avaient vendu la peinture, ceux qui avaient broyé la peinture, etc., etc. La totalité, pour montrer qu'en fait, c'est une totalité. Et celui qui m'avait fait penser à ça, c'était justement c'était Marcel Duchamp, qui avait exposé un urinoir avec le nom du vendeur, Hermut, le nom de celui qui avait fabriqué cet urinoir, c'était Jacob de Lafont, en montrant que c'était peut-être qu'il n'avait pas conscientisé Marcel Duchamp quand il a fait ça, mais en réalité, ça incluait celui qui avait dessiné cet urinoir et qui était quelqu'un qu'on ne connaît même pas. En fait, il a dessiné pour cette forme d'urinoir qui est magnifique, qui est de toute beauté, qui est une œuvre d'art en réalité. Et ben, c'est ce qu'a mis en lumière Marcel Duchamp. Et là, Marcel Duchamp, justement, il y avait ce côté anti-égo, anti-narcissisme qui était vraiment intéressant dans ce travail-là. Et ça, c'est... Voilà. Donc, bon, revenons à nos moutons. Des salons, de la presse, pas toujours autorisés d'ailleurs, mais parfois elles l'étaient, comme en Angleterre. Jürgen Habermas a raconté la sociologie des Lumières, c'est plein de gens anonymes, c'est pas que des philosophes. Et Antoine Lilti, aujourd'hui professeur au Collège de France, est spécialiste de cette ambiance
il y a des raisons sociales profondes aux Lumières, il n'y a pas que quelques-uns. Tout à fait. Mais là, je crois vraiment ce que vous venez de dire, c'est une vérité universelle pour toutes les découvertes et pour toutes les avancées de la pensée. Je veux dire, même la théorie de la relativité de Einstein, elle n'a pas surgi comme ça, toute casquée, sortie du cerveau d'Einstein. Toutes les avancées historiques bénéficient d'un terreau social et de recherches scientifiques, intellectuelles, qui sont faites par des gens qui finissent par devenir totalement anonymes. Donc je rejoins ce que vous dites, mais je dirais que ça concerne absolument toutes les périodes et toutes les inventions. Mais c'est peut-être aussi l'effet du platonisme. Excusez-moi, mais c'est pour ça que je vous interrogeais. S'il y en a bien qui a pensé que les philosophes avaient un accès à la lumière, qu'ils étaient peu nombreux et que la masse des autres reste dans leur caverne, c'est Platon. Peut-être c'est le platonisme qui explique cette vision globale des choses, les lumières contre l'obscurité des autres. Non, je ne pense pas. Alors, s'il s'agit de parler de la caverne, l'image de Platon dans la République nous montre au contraire non pas la volonté du philosophe de mettre en avant des gens supérieurs par différence avec des gens qui ontologiquement et de manière essentielle seraient inférieurs, mais plutôt des gens qui refusent de sortir de la caverne et qui considèrent comme quelque chose qui nous détruit de pratiquer la philosophie, que ça sert à rien, que ça détruit la vision, ça détruit les yeux. Il y a une forme d'élitisme chez Platon au sens où l'effort requis pour atteindre jusqu'au sommet de la philosophie est un effort tellement grand qu'on peut supposer que la totalité de l'humanité, non seulement n'y arrivera pas, mais surtout n'en a même pas envie. N'en a pas même le désir. Ce contraste est quand même saisissant. La lumière n'est pas pour tout le monde, non pas que les autres soient idiots, mais comme dira Kant, justement, il manque de courage, de résolution, et d'autres diront peut-être d'appétence pour la lumière. Non, mais c'est justement pas ça. C'est vraiment c'est pas la faute du peuple, en gros. C'est pas la faute de la majorité humaine de pas pouvoir accéder à ce type de pensée. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est... Il y a beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs, beaucoup d'élites qui méprisent un petit peu le peuple comme s'il était responsable de son sort. Non, on le maintient dans un état comme ça. On peut émanciper complètement un peuple et il finira par être émancipé. Voilà. Mais en réalité, c'est pas lui qui... C'est une vision quand même justement très élitiste. Je suis en désaccord. Chez Platon, il y a déjà une universalisation très forte de l'intelligence dans la mesure où il considère que il y a une âme qui est immortelle, on n'y croit pas, peu importe, mais le message philosophique, c'est que cette âme immortelle est constitutive de l'humanité, et tout être humain a un intellect qui, a priori, est égal chez tout être humain. Et la différence, c'est précisément l'orientation de cet intellect vers des choses obscures ou vers des choses illuminées par la lumière du soleil, la lumière du bien, et cette orientation requiert une éducation. Et le point d'ancrage, c'est l'éducation. Donc on peut dire que Platon est élitiste au sens où il suppose qu'arriver jusqu'au terme ultime d'une éducation très difficile et très exigeante ne sera probablement pas possible pour tout le monde, mais en droit, tout être humain possède un intellect et il est indestructible, cet intellect. Donc les gens qui paraissent inintelligents, c'est uniquement une question d'orientation de leur intelligence et d'éducation qu'ils n'ont pas reçue. Donc à l'inverse, on voit chez ce philosophe qui est d'origine aristocratique, mais qui critique autant l'aristocratie que la démocratie. J'aime le rappeler parce qu'on l'oublie. Il est d'origine aristocratique, mais néanmoins, d'ailleurs, comme finalement la démocratie athénienne, c'était une forme d'aristocratie généralisée, universalité, avec une extension de cette exigence. Entendu. Ça, c'est vraiment super. Ça rectifie vraiment tout. Il n'y a pas d'élitisme derrière Platon et derrière les grands philosophes. Tous les grands philosophes sont totalement universalistes, sont totalement éclairés de lumière, de justice. Ils sont conscients de la réalité en réalité. Il n'y a pas du tout d'élitisme, de narcissisme en somme derrière
ces grands philosophes qui ont fait toute l'histoire de la philosophie. Il y a une compréhension importante. Et évidemment que on pourrait, la société, si elle n'était pas sur ce système pyramidal, la pyramide de Ponzi, on est dans un système de pyramide de Ponzi, un système dominant qui est là, une oligarchie qui thésaurise les privilèges. On n'est pas dans un système démocratique. Un système démocratique s'organiserait pour éduquer l'ensemble de sa population, pour donner à chaque être humain qui apparaît sur cette terre la capacité d'avoir un esprit critique, de pouvoir comprendre ce qui gère l'existence pour lui, ce qui gère la société pour lui, les hommes politiques, l'oligarchie, les dominants, etc., de pouvoir les critiquer, de pouvoir s'opposer, de pouvoir les guider, de pouvoir, etc., jouer leur rôle complètement. Et en réalité, ils ne le font pas. Ils s'organisent pour donner les organes d'éducation, aujourd'hui les médias, de les donner à l'oligarchie qui, justement, va abêtir la population. Ce n'est pas pour rien qu'on a des émissions qui abêtissent, des émissions grand public qui sont destinées à abêtir un petit peu et à enlever de l'esprit critique, à aller vers... les choses sont noires et blancs, et puis ce qui est bien, c'est d'être du côté du blanc qui correspond à l'oligarchie, aux idées de l'oligarchie, et puis les idées progressistes de l'autre côté, c'est noir, c'est pas bon, il faut pas y aller. Bon, voilà, on voit bien à quel point on est dans un système manipulatoire à ce niveau-là. Et ils auraient le moyen de faire l'inverse, mais ça n'est pas la volonté. Ce système pyramidal, le système dominant, pense que son intérêt, c'est de dominer et d'avoir des cerveaux disponibles pour consommer du Coca-Cola et compagnie. Voilà. Donc, c'est autre chose. Et les grands philosophes, toute la lignée des grands philosophes sont du côté du peuple, sont pas méprisants, ont critiqué les élites, ont critiqué les systèmes. Pierre Guénantia, est-ce que vous ne pensez pas tout de même que la métaphore de la lumière, surtout quand elle est un peu radicale, supposant que d'autres sont dans l'ombre, vous ne pensez pas qu'il y a quand même un risque de coupure importante entre les philosophes et les autres, l'idée d'une aristocratie des philosophes, parce qu'ils y arrivent à toucher la lumière, parce qu'ils savent mieux que les autres peut-être faire fonctionner ce qu'ils ont dans la tête. Et ça, c'est le principe, malheureusement, ce qu'elle met en lumière. Elle montre comment perçoit le monde l'élite qui passe dans les médias aujourd'hui. L'élite qui passe dans les médias a cette vision élitiste. Elle ne peut pas s'en empêcher parce que le système gargarise leur narcissisme, gargarise leur ego. On le voit même dans ces émissions, il faut que le nom soit constamment répété, il faut que, etc., qu'il soit mis en lumière même dans des émissions comme France Culture qui devraient être à l'opposé, qui devraient être dans l'humilité la plus intéressante, véhiculer l'idée d'humilité. Et bien là, on les oblige un peu à se mettre en lumière, à montrer leur visage, à être là, à faire, bon voilà, à faire un peu du spectacle parce qu'ils pensent que c'est ça qui est et puis il faut être en compétition avec ceux qui le font à outrance. Donc ils sont contraints en fait d'être dans ce narcissisme derrière. Mais c'est pas le cas de la grande philosophie en fait. Peut-être quand même pour des raisons innées. J'entends ce que dit Anne Merker, mais j'ai quand même l'impression que chez Platon, franchement, ça n'est pas donné à tous. Et peut-être que c'est ça que les classiques, Descartes et plus tard Kant vont essayer un peu de faire bouger. Mais même chez eux, c'est pas donné pour tout le monde, pas donné à tout le monde.
Ben si, quand même, hein. Le bon sens et la chose du monde, on a mieux partagé. Vous pensez bien que j'allais pas rater ça. Donc, je vais laisser la dire, celle-là, oui. Donc, et puis, il y a autre chose aussi, hein, j'en ai d'autres. Donc, voilà, il montre bien que, voilà, là, il y a la lutte entre le narcissisme médiatique et l'humilité philosophique. Moins connue, hein, le tout, c'est pas d'avoir l'esprit bon, c'est de l'appliquer bien. Et ça, je crois que c'est très cartésien. C'est-à-dire, c'est ce que dit Anne, au fond. C'est-à-dire que, au fond, tous les esprits sont également éclairés. La lumière naturelle est égale dans tous les esprits. La différence, c'est que cette lumière, elle est innée à l'esprit, elle ne vient pas du dehors, hein, comme on le disait tout à l'heure. Mais le tout, c'est l'usage que l'on fait de cette lumière, aussi bien du point de vue de l'éducation, qui peut être souvent un obstacle d'ailleurs pour Descartes, que du point de vue de sa méthode propre, de sa volonté, sa détermination, sa bonne volonté. Et là, au fond, chacun est renvoyé à lui-même, c'est-à-dire finalement à sa bonne volonté plus qu'à la lumière en tant que telle. Car au fond, il y a une phrase de Descartes qui peut paraître surprenante, il n'y a que de la lumière dans l'entendement humain. Il n'y a que de la lumière. Autrement dit, s'il y a de l'ombre quelque part, elle vient d'ailleurs que de l'entendement. Elle vient des obstacles, des préjugés, des autres, oui, mais des autres qui ne sont pas désignés comme des ennemis, hein, des autres qui sont désignés comme des gens dont on admet les opinions sans les vérifier. Donc cet aspect d'égalité fondamentale des esprits humains, de l'esprit humain en tout homme, d'une certaine manière, chaque homme a tous les grands philosophes l'esprit humain tout entier, d'une certaine manière. Il n'y a pas de vraisemblance à diviser l'esprit humain en parties ou en degrés, ou ni grandeur extensive ni grandeur intensive. Par conséquent, la question, et c'est la question dès le premier texte de Descartes, les règles pour la direction de l'esprit, justement, s'il faut se donner des règles pour la direction de l'esprit. Mais on n'a pas... tous les esprits. De tous les esprits, bien sûr. Excusez-moi. Il y a quelque chose à la limite, Descartes s'adresse presque plus aux esprits naïfs, aux esprits incultes, qu'aux esprits instruits ou élevés par la tradition, parce que ceux-là, justement, colportent des préjugés, des présomptions aussi. Ça. Mais alors bien sûr, les présomptions sont du côté de l'élitisme. C'est pas le peuple, et c'est pour ça qu'on va vers la démocratie. C'est pour ça que la souveraineté du peuple, parce que par essence, il est plus doux, moins narcissique, plus coopératif, plus humble, etc. C'est pour ça qu'on évolue vers ça. L'élitisme, c'est une pathologie de se croire supérieur à autrui. Sur la mécanique universelle, mais même avant la mécanique universelle, j'avais écrit ça. C'est tout homme qui se croit supérieur est forcément inférieur à celui qui se considère son égal. Et ça, c'est voilà, pour moi, c'est exactement ça résume toute ma pensée, même ma pensée sur la philosophie. Au fond, un esprit vierge, si je puis dire, qui n'est éclairé que par la lumière naturelle, c'est le sens d'ailleurs de l'entretien sur la recherche de la vérité, par la lumière, le dialogue inachevé de Descartes. Au fond, un esprit vierge a plus de chances de connaître la vérité qu'un esprit qui croit la connaître parce qu'il a lu tous les livres. Est-ce que, à partir de la philosophie moderne, cette rationalité lumineuse ne s'adresse pas davantage à tous que chez Platon, par exemple? Écoutez, je ne veux pas introduire de la polémique avec mon interlocutrice sur Platon. Personnellement, j'étais assez convaincu par ce qu'a dit Anne tout à l'heure, mais... voilà, malheureusement, voilà, la présentatrice ne veut pas admettre qu'il n'y ait pas de l'élitisme, parce que c'est quelque chose qui, au fond, peut-être... Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose... Là, toute la démonstration montre qu'il n'y a pas cet élitisme, que cet élitisme, c'est une mauvaise compréhension de la pensée, certainement, et de Platon et de Descartes, et de la plupart des philosophes, mais c'est difficile à admettre parce que on voudrait parfois parce qu'on voudrait se sentir différent, on voudrait se croire supérieur parce qu'on fait de la philosophie, parce qu'on connaît la philosophie, parce qu'on est dans ce... Mais non, il n'y a pas, c'est perdu, il n'y a pas photo, ça, c'est impossible, quoi. Il n'y a pas de
de supériorité à être... voilà, le chef de l'État et celui qui fait le ménage dans son bureau sont à égalité pour la création de l'humanité, pour l'évolution de l'humanité. Exactement, ils apportent exactement la même chose. Il n'y en a pas un qui apporte plus que l'autre. C'est une illusion de croire que le chef de l'État, il apporte plus que celui qui fait la poussière sur son bureau. C'est exactement pareil. Ils donnent exactement l'entièreté de leur existence, de leur naissance jusqu'à leur mort. Tout ce qu'ils font va dans le tronc commun de l'évolution de l'humanité. Et c'est l'humanité dans son ensemble qui est le marqueur, qui est le plus important des choses. Ce n'est pas notre appartenance à notre clan, à notre famille, à notre groupe, à notre communauté, à notre religion, à notre ethnie. Tout ça, c'est peanuts. Ce qui marque vraiment notre appartenance dans l'existence, c'est l'appartenance à l'humanité. Et on va vers cette clarté, on est en train d'éclairer cette chose-là. Voilà. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Vous savez ce qu'il faut faire si vous pensez que ces idées ont un peu d'intérêt. L'idée que l'humanité va vers sa perfection. Vous pouvez mettre des pouces, vous abonner, envoyer le lien à vos amis, écrire des commentaires. Tout ça, ça augmente la visibilité de l'espace. Merci en tout cas de votre écoute et puis à très bientôt. Et désolé d'être un peu emballé parfois dans ma façon de parler. Merci.